Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à la 4e édition du Grand Prix Climax. Bonjour. Oui, ce Climax, c'est aussi c'est chouchou, c'est mignon, c'est le genre. Alors bonjour à tous, nous sommes Jean-Yves Arnaud et Mathilde Arnaud, nous sommes les fondateurs du Grand Prix Climax et nous sommes vraiment très heureux de vous voir aujourd'hui, aussi nombreux malgré les grèves, pour cette 4e édition, déjà. Oui, déjà. Et pour la première fois, en live, sur Facebook. Donc on salue tous ceux qui nous regardent à travers l'écran. Ça depuis Jakarta à Vesoul. Climax, en fait, on a créé ça il y a 4 ans parce qu'on est scénaristes tous les deux. Et on entendait beaucoup cette phrase « on ne sait pas écrire du genre en France ». Ce qui nous a un tout petit peu piqué et on s'est dit on va offrir une vitrine à de beaux projets de genre. 5 beaux projets par an qui sont finalistes, voilà, pour essayer de faire bouger un peu ça. Alors on est content parce que ce qu'on observe depuis 4 ans maintenant, c'est que le genre se démocratise. Il y a de plus en plus de producteurs qui s'y intéressent, qui se disent tiens, et si on allait voir ce qui se passait. Et on observe que ça bouge quand même un petit peu. Oui, il y a 4 ans, en fait, dès qu'on parlait de genre, les producteurs fermaient les portes. Là, maintenant, même des vieux producteurs qui font du cinéma très classique posent la question, mais qu'est-ce que c'est le genre? Est-ce que ça serait pas un peu intéressant d'en faire? Donc, non, vraiment, en télévision et en cinéma, on sent qu'il y a du progrès, quoi. Et y compris dans Climax, c'est-à-dire, il y a 4 ans, on a commencé, on n'était personne, il fallait expliquer aux producteurs, mais venez, ça va être super. Aujourd'hui, il y a des producteurs qui écrivent en disant, est-ce qu'il y a encore de la place? Alors, aujourd'hui, il y a encore de la place. Merci les grèves. Et puis, on voit aussi au niveau des finalistes, les prises de contact, c'est-à-dire les films qui ont gagné, mais aussi les projets qui étaient présentés, peuvent rencontrer des producteurs. On sait que les finalistes de l'an dernier ont travaillé sur une série télé, pas sur leur film, mais qui est très proche de leur univers. Arnaud Malherbe, qui a gagné il y a 2 ans, voulait être ici, mais il est dans le Morvan en train de faire des repérages pour son film Ogre, qui devrait tourner, je crois, en mars ou en avril. Et il est soutenu par la région Bourgogne, il a eu le fonds d'aide CNC, et il est très heureux de ce qui se passe avec son film. Alors, quelques chiffres. Climax, donc c'est... Alors, je vais donner les chiffres et après on vous expliquera. 98, 30, 5, 7. 98, c'est le nombre de projets que nous avons reçus cette année. Donc, un grand merci à tous les participants. 30, c'est le nombre de lecteurs. Voilà, oui, avec une parité parfaite, homme-femme. Oui. Merci à Rémi Grelot qui a géré ça de main de maître. Qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui nous regarde sans doute du bout du monde. Oui, depuis une plage. Et puis 5, c'est le nombre de projets finalistes. 7, ce sont les 7 hommes qui portent ces projets. Oui, alors c'est une question qu'on nous a beaucoup posée cette année. Pourquoi autant de testostérone chez vos finalistes? Parce que pour le coup, les projets sont lus anonymement et que c'était les 5 projets les plus originaux, les plus forts. Nous, on se rend compte avec Climax qu'on a une sorte d'image arrêtée de notre milieu. C'est-à-dire on sent quelle thématique intéresse les gens. Et cette année, on était hyper heureux de voir que la question de la parité, de la place de la femme aussi bien au sein des histoires, que dans les notes d'intention et même dans l'attention que portaient les lecteurs au scénario, était vraiment hyper importante. Après, bon, ça se répercute pas forcément sur le jury. Donc on n'a que 20% d'autrices qui participent à Climax. Donc j'appelle les filles, girl power, écrivez, envoyez-nous des projets. Oui, c'est ça. On espère que année après année, tout ça va s'équilibrer et que ce sera chouette, quoi. On vivra tous ensemble de belles aventures de genre. Alors, le Grand Prix ne serait rien sans tous les partenaires qui l'accompagnent depuis des années. Alors, bien sûr, on commence par le PIF. Un grand merci à Cyril, bien sûr, Fausto, Béatrix, Véronique, Étienne et tous les bénévoles qui nous aident chaque année.
Oui, on est venu les voir il y a 4 ans avec une vague idée de faire un prix autour du scénario de genre. Et sur un coin de table, ils ne nous connaissaient pas du tout. Ils nous ont dit banco, allons-y. Et puis chaque année, ils essaient de rendre le prix un peu plus visible. La preuve, maintenant, on a des caméras, ce qui est totalement flippant, mais qui est génial pour le genre. Donc voilà. Merci à Cyril en particulier. Un grand merci au Max Linder qui nous accueille tous les ans et nous fait profiter de son bel écran. Donc, merci. Et après, on va parler de nos partenaires par ordre d'apparition dans nos vies. Donc, la Guilde des scénaristes, qui est le syndicat français des scénaristes, qui soutient Climax depuis 3 ans, je crois, et qui, en fait, apporte aux grands gagnants une aide au développement. C'est-à-dire des scénaristes professionnels font des retours sur le texte pour permettre au projet de devenir encore meilleur, de l'approfondir. Voilà, et Backstory, l'association des anciens du Master 2 de Nanterre, qui nous aide beaucoup dans les lectures notamment. C'est vrai. Autre chose à dire? Et oui, absolument. Paper to Film, haute vitrine. Climax, en fait, pour le moment, on ne peut pas surfinancer le gagnant, on aimerait beaucoup. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est donner de la visibilité et aider au développement du scénario. Et Paper to Film permet chaque année de mettre en avant les 5 finalistes sur cette plateforme donc de rencontre entre auteurs et producteurs. Voilà. Et enfin, séquence 7. Et là, je vais laisser son président venir nous dire quelques mots pour présenter l'association. Alban Ravassar, qui nous a beaucoup aidé déjà sur toute la partie lectorat, mais qui en plus valorise le prix. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alban Ravassar, président de Séquence 7. En quelques mots, parce que je ne vais pas trop squatter la parole, il y a plus intéressant à écouter après. Séquence 7, c'est une association de scénaristes émergents qui existe depuis bientôt 20 ans et qui est là pour briser la solitude des auteurs et les contribuer à leur professionnalisation. Voilà, donc cette année, on est très heureux de faire partie des partenaires du Grand Prix Climax, de défendre le cinéma de genre et d'accompagner donc le lauréat ou les lauréats, puisqu'il y a des co-auteurs, en leur offrant donc une adhésion à Séquence 7 et un atelier week-end, c'est-à-dire 1 ou 2 journées d'atelier d'écriture avec un intervenant confirmé sur des notions de dramaturgie de leur choix, voilà, d'une valeur de 100 €. Et voilà, je crois que c'est tout. Et vive le lauréat ou les lauréats, on verra. Je vous laisse passer. Merci. Merci. On doit remercier évidemment nos lecteurs. Alors oui, on est obligé de passer par toute cette phase de remerciement, mais nous, ça nous fait plaisir. On espère que ça vous fait plaisir aussi. Nos lecteurs, d'habitude, on les cite, mais là, ça y est, ils commencent à être trop nombreux, donc on va vous laisser lire leur nom. Et on va juste vous expliquer comment ils procèdent pour départager les projets. Il y a 2 lecteurs forcément sur chaque projet. Ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas entre eux du projet, ils sont dans des cages séparées, on va les libérer à la fin de cette séance. Ils jugent en fait le concept, son originalité, la structure, parce qu'on est très attaché à la structure, la thématique du film, on est encore plus attaché à la thématique du film, et également est-ce que le film est écrit en images, et puis, très important, parce que même dans le torse d'un fan de genre, il y a un cœur qui bat, et parfois en dehors du torse, l'émotion. Voilà, c'est vraiment sur ces critères-là qu'ils arrivent à sélectionner 5 projets, 5 finalistes, qui sont ensuite proposés à notre jury. Et donc c'est le moment de présenter notre jury. Et on va leur demander de nous rejoindre. Ça ne va pas durer très longtemps. Pour qu'on voit à quoi vous ressemblez. Alors, un membre du jury est absent, c'est Jean-Luc Cano, qui a été scénariste. Alors c'est toute l'équipe du film Girls with Balls, que vous avez pu découvrir d'ailleurs l'an dernier au PIF, et on vous les cite par ordre alphabétique. Olivier Afonso, qui est réalisateur et co-scénariste du film, donc Jean-Luc Cano qui est absent, Louise Blacher, comédienne, Amélie Grossier, chef maquilleuse, et Nicolas Herlin, responsable FX, maquilleur, animatronicien et volleyballeur. Donc ils ont eu la lourde tâche de lire les traitements des 5 finalistes et de dessiner. Oui, c'était vraiment pour voir à quel point vous étiez jolie. Et juste pour vous donner une idée un peu de qui sont ces 4-là, quelques titres de projets sur lesquels ils ont pu travailler ces dernières années. Le Dain, Burnout, Leatherface, Arès, Grave, La Nuit a dévoré le monde, Goal of the Dead, Aux yeux des vivants, Livide, Pyramide, la série Les Revenants, Naissance des pieuvres, merci Louise pour le grand écart, La proie, Captif, La meute, La horde, Mutant, Frontière.
Autrement dit, ils ont à peu près travaillé sur tout ce qui s'est fait de genre en France. Et puis, ils ont fait aussi beaucoup d'autres choses. Mais là, comme on est Climax, on va se limiter à ça. Ils vous en diront peut-être plus tout à l'heure. Voilà. Et puis, on voulait vous présenter donc nos finalistes. Nous sommes très fiers de cette sélection. On a mis en avant l'originalité, des personnages forts, de la structure. Et on va leur demander de venir. Et de la thématique, aussi, ils n'y bien couperont sûr. pas. Alors, Robin Plomb, pour Je Kill, qui propose un étonnant mélange entre horreur, comédie musicale et récit adolescent. Aurélien Mathieu, pardon, pour Les Guerriers, c'est un film noir qui joue avec les codes et qui met en contact deux univers qui a priori n'auraient jamais dû se rencontrer, celui des quartiers et celui de la ruralité. Mathieu Delosier et Joël Petitjean, je crois qu'il n'y a que Mathieu présent. Pour Sacrifice. Donc Sacrifice, c'était le meilleur polar de cette 4e sélection qui déborde largement de l'enquête pour nous emmener dans un univers poisseux et occulte. Rémi Brion qui nous a présenté Psychonautes, un film sur les télépathes. C'est un film très ludique, assez profond et qui questionne la question du secret, de la transparence dans nos sociétés. Et puis Franck Richard et Florence Silieri pour L'Hôte, un film sensible et angoissant qui met en scène une histoire de double maléfique, mais qui fait aussi écho à ceux qui vivent avec des malades d'Alzheimer. On va vous demander de les applaudir encore plus fort parce que pour eux, c'est le moment... J'ai fait une mass singer. C'est le moment de vérité pour eux. Je pense que les mains sont moites, le cœur bat. On va vous passer en fait les pitch vidéo, qui est un exercice extrêmement difficile. Ils préfèrent être derrière leur clavier que devant la caméra. Donc soutenez-les. On va partir sur la projection de ces 5 vidéos et puis on se retrouve après pour l'annonce du vainqueur. Nothing appeals to me. No one feels like me. I'm too busy being calm to disappear. Vous connaissez Je Kill ? Derrière ce nom un peu rebelle et juvénile se cache un grand groupe de heavy metal en devenir. Et c'est à travers une comédie musicale rythmée à gros coups de riff rock que je vous invite à rencontrer Tim, le guitariste-chanteur. Tim a une voix exceptionnelle, mais ce soir c'est sa toute première scène et ça se passe dans la mythique salle parisienne du Sphinx. Accompagné par Pierrot et Salim, respectivement batteur et bassiste du groupe, Tim a peur de se planter. Au fil de l'après-midi au Sphinx, ponctué de réglages scéniques, d'impro avec les autres groupes, mais surtout d'attente, Tim sent la pression qui monte. Il faut dire que Lily, son amie d'enfance, sera là ce soir et il a un petit peu des sentiments pour elle. En plus de ça, de terribles visions le malmènent au fil de la journée, des mares de sang, des visages anonymes défigurés et des hurlements d'effroi. Toutes semblent provenir d'un passé traumatique. Parce qu'il y a 2 petites choses que je n'ai pas évoquées au sujet de Tim. Déjà, il est introverti, et en plus, lorsqu'il lâche prise, son corps se transforme en quelque chose de terrifiant. Ses yeux s'emplissent de ténèbres, des griffes lui poussent, ses dents s'effilent comme des lames, sa peau blêmit et s'assèche. Pas vraiment un beau gosse, le gars. Sa première transformation a eu lieu pendant son adolescence, suite à un drame familial. Tim a été coupé de sa famille, hospitalisé pendant de longs mois et il est contraint maintenant de prendre un traitement pour contenir sa soi-disant maladie. Donc quelle n'est pas sa surprise lorsque Hélène, sa mère, va l'appeler pour lui dire qu'elle sera là ce soir au concert alors qu'ils ne se sont pas parlé depuis plusieurs années. Pierrot, lui, il pense que Tim il devrait s'assumer tel qu'il est et si jamais il se transforme sur scène, ça rendra leur prestation encore plus spectaculaire. Mais Tim, il a juste envie d'être un jeune adulte normal aux yeux de tous, et surtout ceux de Lily. Puis la nuit tombe, les spectateurs s'engouffrent dans la petite salle. Avant de monter sur scène, Tim se rapproche de Lily. Leur complicité est évidente, mais dès qu'il s'agit d'aborder la supposée maladie de Tim, Lily est un peu frileuse. Puis vient le moment d'y aller, Tim voit sa mère au loin dans la fosse, il envoie son premier coup de médiator, un tonnerre de distorsion envahit le public. Et le public est d'ailleurs rapidement conquis par leur doom metal redoutable. Mais la transformation tant redoutée arrive alors, et là la prestation devient alors psychédélique, irréelle, mais grandiose aussi. Parce que Tim semble pleinement épanoui pour la première fois.
Et pourtant, des images terrifiantes de la nuit de sa première transformation se mêlent à la fête. Le succès inattendu de leur prestation aura des retombées plus douloureuses dans la suite de la soirée. Hélène, la mère de Tim, va lui annoncer que ses amis se moquent de lui et qu'il est considéré comme une bête de foire. Tim ne peut pas l'accepter, il rejette sa mère dans un premier temps, mais c'est trop tard, il se remet à douter de lui une fois de plus. C'est à travers une confrontation sanglante et aussi la rencontre sensuelle avec une de ses pairs que Tim va finalement se révéler. Entre Phantom of the Paradise, Grave et La Mouche, explorer le monde du rock underground à travers un teen movie musical qui côtoie le fantastique et l'horreur. Bonjour, Les Guerriers est un film qui confronte deux mondes et deux genres. D'un côté, le monde des banlieues, avec les codes du film de gangster, autour du trafic de drogue. De l'autre, le monde des agriculteurs, avec les codes du film social, centré sur la précarité et la marginalité de la vie paysanne. Saïd est un jeune homme impulsif et révolté, qui vit en cité, coincé entre un grand frère à la tête d'un trafic de stupéfiants, qui le veut à ses côtés, et une mère rigide et traditionnaliste à laquelle il cache son activité criminelle. Saïd rêve depuis longtemps de s'échapper de cette situation intenable. Alors il se laisse convaincre par Reda de braquer les économies de son grand frère. En fuite sur les routes de campagne, Saïd réalise trop tard qu'il fuit un avenir criminel pour un autre du même acabit. Il provoque alors un accident de voiture. Reda meurt sur le coup, un accident qui a lieu aux abords de la ferme de Marie. Notre autre guerrier, c'est Marie, une agricultrice d'une quarantaine d'années qui élève seule son jeune fils Nicolas. Elle tient à bout de bras une exploitation laitière qui croule sous les dettes. Elle est épuisée et n'a plus les moyens de se payer un employé. Alors, lorsqu'elle découvre Saïd inconscient, ainsi que le butin, elle entrevoit une solution à ses problèmes. Saïd se réveille couché dans le foin dans une grange. Lorsque Marie lui apporte des vivres, il fait ce qu'il a pour habitude de toujours faire, c'est-à-dire d'attaquer pour s'imposer. Il est stoppé net et découvre, horrifié, qu'il est attaché à une chaîne aux pieds. Saïd comprend que la violence n'est pas la solution. Il préfère alors gagner la confiance de Nicolas, le jeune fils de Marie, qui lui rend visite en cachette. Saïd et Marie finissent par passer un marché. Marie héberge Saïd le temps qu'il se fasse oublier. En échange, ils partagent le butin 50-50 et Saïd lui donne un coup de main à la ferme. Saïd découvre alors un nouveau monde, au contact de la nature et des bêtes dont il ne connaît rien, loin du confort citadin. Les vaches sont des bêtes impressionnantes, qui n'hésitent pas à donner des coups de patte pendant la traite. Les journées de 12 heures sont longues et harassantes. Le bruit, le froid, la bouse, la pisse, c'est un monde rude. Et malgré toutes les difficultés, Marie garde la tête haute, sans haine ni rancœur. Elle force le respect du jeune homme. Saïd lutte contre le fantôme de Reda qui ne cesse de le hanter. Il le hante pour le ramener à son ancienne situation et le pousser à la violence. Petit à petit, au contact de Marie et de Nicolas, Saïd parvient à se défaire de son capital guerrier. Il dépose ce masque de gros dur qui l'asphyxiait. Et il renoue petit à petit avec la douceur et l'empathie qu'il avait jusque-là tue. Mais Saïd est un homme recherché. Et Aziz, son grand frère, finit par retrouver sa trace. Des hommes armés attendent la tombée de la nuit pour donner l'assaut sur la ferme sous une pluie battante.
Saïd est acculé. Il devra choisir quel homme il sera et en assumer les conséquences. Les guerriers est un film noir et sauvage où l'on sent l'odeur mêlée du hashish et du fumier, du sang chaud et du lait tiède. C'est un film à l'image du cinéma sud-coréen qui circule librement entre les genres, mêlant des scènes d'action impressionnantes, du home invasion, du survival, à des scènes plus intimistes, au plus près des doutes et des fêlures des personnages, le tout ponctué de touches oniriques et fantastiques. Les guerriers est un film qui réunit deux visages de la France, qui ne se croisent jamais et que, a priori, tout oppose. L'un comme l'autre font face à un avenir incertain et doivent lutter au quotidien pour survivre. Ce sont des guerriers ordinaires qui ne demandent qu'à déposer les armes. Je vous parle de La Réunion, où je veux tourner cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, Sacrifice, c'est un polar tendu, haletant, parfois effrayant, qui s'inspire d'un fait divers qui s'est déroulé sur l'île de La Réunion en 2007. C'est l'enlèvement brutal d'un petit garçon par une secte chrétienne apocalyptique et la course contre la montre pour le retrouver. L'île de La Réunion, c'est l'un des départements français qui comporte le plus de mouvements religieux et sectaires. De par la cohabitation des différentes populations, de leur religion, rituels, sorcellerie, le rapport au surnaturel n'est pas le même qu'en métropole. Sur ce petit bout de terre sorti de l'océan Indien, qui est dominé par un des volcans les plus actifs du monde, le monde invisible, celui des esprits, est pris très au sérieux. C'est dans ce contexte différent, à la fois français et exotique, que Sarah Kaba, une gendarme de 35 ans d'origine malgache, mène l'enquête. Contrairement à la plupart de ses collègues, elle connaît très bien les traditions locales. Elle-même a grandi auprès d'une mère guérisseuse et elle devait elle-même en devenir une. Mais il y a eu un drame dans sa famille. Les croyances sont allées trop loin. Elles ont fait une victime, sa sœur cadette. Sa mère voulait à tout prix la désenvoûter pour la guérir et l'a emmenée trop tard aux urgences. À cause de cela, Sarah rejette ce qu'elle juge comme des superstitions. Elle en veut à sa mère et elle a beaucoup de mal à se construire. Pourtant, quand le petit Guillaume est enlevé violemment par des hommes cagoulés, Sarah va replonger dans cet univers de croyances qui la bouscule. Avec son collègue Marc, elle interroge Joseph, le père de l'enfant. C'est un ex-adepte de cette secte qui l'a justement fui quand le chef du mouvement, Christianos, a commencé à s'intéresser un peu trop à son fils. Et l'a désigné avec une évidence un peu effrayante comme l'élu. Mais l'élu de quoi ? Sarah, qui connaît si bien les rituels et la magie, est la seule à voir les indices laissés par la secte. Elle est la seule qui peut les comprendre et les décrypter. Mais elle a beaucoup de mal à faire confiance à Joseph. Bien qu'il soit le père de l'enfant, il est celui qui l'a emmené dans la gueule du loup. Et ça, Sarah, elle a du mal à l'accepter. Ça renvoie évidemment à la faute de sa mère et à la mort tragique de sa sœur. Pour sauver le petit Guillaume, Sarah, Marc et Joseph, ils vont plonger au cœur de la Réunion. Ils vont traverser la forêt tropicale et pénétrer dans les tunnels de la rue. Ce sont des cavités qui font plusieurs kilomètres, creusées par le magma en fusion lors des précédentes éruptions. Dans ce labyrinthe hostile, effrayant, où les attendent des adeptes fanatisés, Sarah va affronter un enfer aussi bien physique que mental. Psychonautes, c'est la rencontre entre le film noir et l'anticipation. Le grand sommeil infecté par Blade Runner, Humphrey Bogart transporté dans le monde de Scanners. Une enquête aux ramifications autant politiques que familiales et aux révélations aussi intimes que déterminantes pour l'avenir du monde.
À Paris, de nos jours, Eric est un vieil homme aigri et solitaire parmi tant d'autres, à un détail près. Il est télépathe. Un don, ou plutôt une malédiction pour lui, qu'il essaye en vain d'endormir à grands coups de médicaments. Fatigué d'être submergé par les pensées insipides de tout le monde, il s'est isolé de plus en plus jusqu'à devenir complètement hors du système. De fait, il n'a pas de télévision, pas de compte en banque, pas de téléphone, pas d'ordinateur, et ne parlons même pas des réseaux sociaux. En gros, il n'est pas traçable, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Car quelqu'un parvient à le retrouver finalement. C'est son ex-femme, Anne, avec qui il n'a eu aucun contact depuis presque 30 ans, qui débarque un soir chez lui. Mais elle n'est pas venue recoller les morceaux, non, loin de là. Elle a besoin de son aide. Quelqu'un lui a volé un dossier important, voire potentiellement très compromettant pour elle, et au courant des pouvoirs d'Eric, elle est venue lui demander de l'aide. Eric hésite tout d'abord à aider cette femme qu'il aime toujours, mais avec le mince espoir de la reconquérir, il accepte d'enquêter. En visitant les lieux du crime avec Léna, la fille d'Anne et experte en informatique, Eric découvre le corps d'un garde. Mais il n'est pas mort, non. Son sort est bien plus funeste que cela. Il a été lobotomisé, son esprit effacé jusqu'à la dernière miette. Une prouesse dont seul un télépathe serait capable. Et c'est bien pour ça qu'Anne est venue le trouver. Car après tout, quoi de mieux qu'un télépathe pour en attraper un autre? Mais pour Eric, c'est impossible. Son don n'est pas inné, il est le fruit de longues recherches scientifiques. Et il est le seul à le posséder. Depuis très longtemps, depuis qu'il a assassiné Arthur, son meilleur ami et collègue avec qui il avait développé la procédure pour l'empêcher de la rendre publique. Alors comment? Comment le voleur a-t-il acquis son pouvoir? Qui est-il? Et quel est son objectif? L'enquête prend vite une tournure personnelle pour Eric, alors que son passé semble tout faire pour revenir le hanter. Au fur et à mesure de ses découvertes, il lui est de plus en plus difficile de pointer du doigt le véritable ennemi, et en se retrouvant face à la voleuse, Elisabeth, une jeune femme pleine d'idéaux et d'espoir en un monde dénué de mensonges et de manipulations, il voit progressivement changer son regard sur le monde et sur son pouvoir. Alors que pour lui, les secrets ont une bonne raison d'exister, Elisabeth, elle, au contraire, considère qu'un monde de télépathes serait une véritable utopie où le secret ne serait qu'un lointain et mauvais souvenir. Et c'est bien là le cœur de Psychonautes, le secret. Nous en avons tous, et de nos jours, dans notre monde moderne, il est de plus en plus difficile de les garder. Les secrets du peuple sont devenus une marchandise, tandis que ceux des puissants sont plus sécurisés que jamais. Dans cette situation, deux visions s'affrontent. Nous avons une vision passéiste, une vision activiste, une vision utopiste et une vision pessimiste. Donc, dans notre histoire, quelle vision va l'emporter? Mais surtout, qui a raison? On commence donc cette histoire avec Félix, un jeune étudiant en médecine qui s'apprête à passer une énième nuit dans sa voiture sur le parking d'un centre commercial. Toc toc. C'est Louise, la caissière du supermarché dans lequel Félix vient de voler son repas du soir. La jeune femme prend rapidement la mesure de la précarité de sa situation, et ce malgré les mensonges embarrassés de Félix. Elle lui propose d'emménager à peu de frais dans une superbe maison en compagnie d'une copine à elle. Ça semble trop beau pour être vrai. Félix a du mal à y croire. Et il a bien raison. La maison est superbe, le loyer inexistant, mais la copine de Louise s'appelle Madeleine, elle est rebouteuse et elle a 80 ans. Le deal, c'est donc ça. Si Félix veut vivre ici, il doit s'occuper de cette vieille femme et de son début d'Alzheimer. Il dit qu'il va réfléchir. Il n'aura pas l'occasion de réfléchir bien longtemps, puisque le soir même, il se fait tabasser et voler sa voiture. Les premiers partiels arrivent, et la perspective d'avoir la jolie Louise comme voisine n'est pas pour lui déplaire. Il emménage donc chez Madeleine. C'est l'univers tout entier de Madeleine qui est baigné de croyances et de superstitions. La vieille femme multiplie les rituels étranges, et Félix commence à s'inquiéter sérieusement lorsqu'il découvre sous son matelas un cœur de bœuf bardé de clous rouillés. Félix, qui est plutôt du genre pragmatique et rationnel, voit ses convictions ébranlées lorsqu'il constate que la vieille dame est bel et bien capable de soulager ses migraines chroniques grâce à son magnétisme.
Il l'aide encore plus quand elle lui confie que les nuits, dans sa chambre, quelqu'un, ou plutôt quelque chose, sort des murs pour lui faire du mal. À la fac, Félix s'en sort plutôt bien. Mais entre les révisions intensives et l'attention constante qu'exige Madeleine, à la maison, le quotidien n'est pas simple. La vieille femme alterne entre les preuves d'affection, elle parle même de son envie d'adopter Félix, et les crises de nerfs et les mensonges. Elle accuse même Félix, et ceux devant Louise, de la frapper. Madeleine fugue. Louise et Félix la retrouvent en chemise de nuit au beau milieu d'une route de campagne à 3 heures du matin. Elle est en pleine crise de démence et refuse absolument de rentrer chez elle, en prétextant que la chose veut la tuer. Les deux jeunes gens parviennent malgré tout à la ramener à la maison. Mais Félix doit se résoudre à la médicamenter pour pouvoir réviser en paix. Un peu plus tard dans la nuit, il découvre le corps de Madeleine, inerte, sur le sol. Un massage cardiaque, bouche à bouche, rien n'y fait, Madeleine est morte. Félix panique, et il décide de cacher la mort de Madeleine à une Louise déjà bien suspicieuse à son égard. Il place le corps dans le congélateur du sous-sol pour ne pas se retrouver à la rue en période d'examen. Ouais. Sauf que le lendemain, comme à son habitude, Louise passe rendre visite. Elle est avec son chien. Mais soudain, l'animal lui échappe et file direct à la cave pour gratter contre le congélateur. Louise ouvre le congélateur sous les yeux d'un Félix tétanisé. Rien. C'est vide. Félix est aussi soulagé que perplexe, et il l'est encore plus lorsqu'il découvre une Madeleine en pleine forme dans la cuisine. À partir de cet instant, les morts étranges et inexplicables vont s'accumuler autour de Félix. Le jeune homme va devoir convaincre son entourage que cette vieille femme qui partage son quotidien n'est pas la vraie Madeleine. Donc L'Hôte est un film fantastique, à tendance horrifique, on va dire ça. Et même si on n'avait pas vraiment de référence filmique en tête, principalement parce qu'on s'est inspiré de nos propres vies, de nos propres angoisses. Ouais, situation aussi. Et en toute honnêteté, je peux dire tu peux. J'ai aucune idée, on n'a aucune idée de pourquoi on s'acharne depuis 4-5 ans à écrire cette histoire qui a subi moult et moult versions, voilà. Réécriture. Ouais. Toujours le même point de départ, une fin différente à chaque fois. Il y a quelque chose dans ce personnage de Félix qui nous plaît énormément. Un côté ultra pragmatique quoi, dans ses besoins, dans ses buts. Et j'aime bien, ça, en fait c'est ça que j'aime bien, c'est quand ça vient se mêler au fantastique, je trouve que ça renforce la puissance du fantastique dans ces moments-là. Bravo finalistes pour l'exercice. Pour vous rendre compte, c'est un peu comme quand dans les repas de famille, le tonton bourré vous mettez sur la table pour raconter votre poème ou chanter votre petite chanson. Ça revient à ça, je crois, pour eux. Être projeté en plus sur un écran géant comme ça, c'est pas simple. Si vous avez aimé les pitchs, dites-vous que les textes sont encore meilleurs que ça. Donc n'hésitez pas à les contacter pour lire. On va juste vous redonner leur nom et ensuite on va appeler le jury pour nous annoncer le gagnant. Donc vous avez vu Je kill de Robin Plon, Les guerriers d'Aurélien Mathieu, Sacrifice de Mathieu Delosier et Joël Petitjean, Psychonautes de Rémi Brion et le dernier, L'Hôte de Franck Richard et Florent Silieri. Alors, on va appeler notre jury. Venez avec nous. Moi. C'est toujours moi en fait. Bonjour. Je vais dire bonjour. Bonjour. C'est hyper gênant en fait. Au début, quand on nous demande de faire ça, on se dit vous êtes couillons, pourquoi nous ? Et après on est flatté, et après on commence à lire, et on est en fait hyper emmerdé, parce que c'est hyper dur en fait de choisir. Donc moi personnellement j'ai essayé de me trouver des excuses complètement débiles, à me dire ouais mais ça, enfin bon, rien ne marchait. Parce qu'en fait on est tous d'accord pour dire que les 5 projets, je ne me gourre pas, il y en a 5 là, on a tous envie de les voir, parce qu'ils sont très différents. Et qu'on sait à quel point c'est difficile de faire des films. Moi je pense que le problème c'est pas les histoires, c'est les moyens qu'on nous donne pour les fabriquer. C'est pour ça que c'est un peu facile de toujours cracher sur l'histoire, et les scénaristes
alors que le problème, je pense qu'il est ailleurs. Et donc voilà, quand on lit des histoires comme ça, on est emmerdé, quoi, parce qu'on est là. Et puis en plus, quand on se demande, forcément, il y en a un qui dit son préféré, c'est celui qu'il y en a un autre qui l'aime moins. Donc voilà, on est emmerdé. Je vais faire le trou du cul. Donc pas de remise cette année. Vous avez tous gagné. Truc super dur, quoi. Je sais pas, non, il faut choisir, c'est ça? Quelqu'un veut. Tu veux dire un truc? Non, moi je crois beaucoup aux histoires. Je pense que c'est très important, les histoires. Même si les moyens qu'on donne pour les faire, c'est peut-être le problème, mais quand même le cœur, le nerf de la guerre, ça reste quand même ce qu'on a envie de raconter. Et du coup, je voulais juste dire bravo aux 5 finalistes et à tous les autres qui ont écrit, parce que c'est dur quand même de raconter des histoires, et surtout quand elles sont aussi farfelues que les vôtres. Je suis celle qui connaît le moins bien les films de genre dans cette assemblée. Donc merci de m'avoir fait découvrir l'écriture des films de genre. Et puis bravo pour votre travail quand même, avant tout. Oui, alors comme disait Olivier et tout le monde, c'est vrai que c'est très difficile de définir lequel le gagnant de ce prix, parce que les 5 sont très originaux, très intéressants. On est aussi on est tous, enfin nous 5, on fabrique les films, donc on connaît les problématiques que peuvent porter un scénario justement sur une fabrication. Voilà, il y a des scénarios qui sont dans lesquels on se projette très vite dans la fabrication, et on se dit celui-là en l'état on peut quasiment le tourner demain avec du budget, d'autres qui nécessitent plus de réécriture, des petits détails, des choses comme ça. Je pense que on s'est tous mis d'accord sur le projet qui nous semblait être peut-être potentiellement le plus prometteur, pas forcément peut-être le plus défini, mais en tout cas celui qui avait une belle promesse en termes de scénario et de projection fantastique. Donc voilà, qu'on s'est arrêté sur ce projet et sur un scénario qui allait dans ce sens. Et lequel? Olivier, je te dis pourquoi moi? Allez. Donc bon, le scénario qu'on a décidé de choisir, c'est le Sacrifice. Voilà. De Mathieu Delosier et Joël Petitjean. De Mathieu Delosier et Joël Petitjean. Voilà. Et encore bravo à vous 5, enfin en tout cas aux 5 scénarios et à vous, parce que c'était vraiment pas un choix évident. Bonjour, je m'y attendais pas. Donc déjà, je veux dire que je veux réaliser ce film, mais je l'ai coécrit avec Joël Petitjean, qui n'est pas sur la vidéo et qui n'est pas là ce soir malheureusement, mais qui est mon partenaire pour faire ce projet. Ensuite, merci au jury, parce que comme vous l'avez dit, faire des films de genre en France, c'est pas évident, et tout ce qui peut aider le projet, tous les points positifs qui peuvent le renforcer, ça nous aide vraiment à faire les films. Et donc merci, et merci aussi au prix Climax, à Mathilde Arnaud et Jean-Yves Arnaud et toute l'équipe, parce que c'est vrai que le film de genre connaît une sorte de renouveau peut-être ces derniers temps, en tout cas on espère, mais c'est toujours fragile, et donc c'est bien que ces projets soient mis en avant, parce que c'est vraiment un coup de projecteur qui est nécessaire et qui, je pense, aide beaucoup les projets. Donc merci beaucoup. Et sans transition aucune, on va passer à la masterclass. On va installer des tables, des chaises, ça va être une sorte de tour de magie à la David Copperfield. Je viens de donner mon âge en disant ça. Ouais, vous allez vous asseoir. Je vais en profiter juste pour vous dire un petit mot sur ce jury. Nous, on a adoré leur film déjà, c'est la première chose. Ça aurait été con de faire venir des gens dont on n'aimait pas le travail. Et puis, on a rencontré des personnes hyper généreuses, hyper humbles. La preuve, ils ont eu du mal à choisir. Ils ne sont pas arrivés avec des certitudes, et c'est juste génial. Voilà.
vous avoir croisé là-dessus. Et en fait, ils vont venir vous parler de comment ils ont fabriqué Girls with Balls, que vous avez pu découvrir l'an dernier ici, au PIF, et que vous pouvez aussi voir, si ce n'est pas déjà fait, sur Netflix. Donc le thème de cette masterclass, c'est fabriquer un film de genre de A à Z. Donc on va refaire toutes les étapes de la création de Girls with Balls avec vous. Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire depuis qu'on fait Climax, vous savez qu'il y a une masterclass avec le jury à chaque fois. Et à chaque fois, ce qu'on entend, c'est que c'est compliqué de fabriquer un film de genre. Je pense qu'on ne va pas dire le contraire aujourd'hui, mais ça ne va pas être le sujet. C'est-à-dire on va partir de cette connaissance, de cette certitude. Oui, c'est compliqué de faire un film de genre en France. Fabriquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire, produire, tourner et diffuser. Mais là, on a envie de faire une sorte de grand tuto avec cette équipe qui a quand même réussi à faire un film assez dingue qu'on n'avait jamais vu en France et qui nous raconte comment ils ont réussi à aller au bout de ce projet. Et la spécificité de ce jury, vous l'aurez probablement remarqué, c'est qu'on n'a pas seulement, on n'a aucun producteur. C'est pas de la haine, hein, mais on en a eu beaucoup les années précédentes. Et là, on a la chance d'avoir des gens qui gèrent le maquillage, les effets spéciaux, et qui vraiment quelque chose d'extrêmement concret. Et on va vous donner un micro. On va vous demander de vous présenter rapidement en quelques mots chacun pour dire qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez fait sur le film. Je commence par Amélie. Bon, alors moi c'est Amélie, je suis chef maquilleuse et maquilleuse, je l'ai été sur le film d'Olivier et du coup j'ai tout appris le métier grâce à l'atelier 69 qui est représenté ici par Olivier et Nicolas. Voilà. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus sur l'atelier 69 Olivier, bien sûr. Olivier, donc moi c'est Nicolas, donc je fais partie de l'atelier depuis 15 ans maintenant avec Olive, l'atelier 69, et donc voilà, donc j'étais responsable des effets de maquillage, effets spéciaux sur le film Girl with Ball, et donc voilà, pour l'instant sur l'atelier 69, qui a contribué sur le projet d'Olive. Ben, moi c'est Louise et j'ai joué dans le film d'Olivier, Girl with Balls. Ouais, enchantée. Toi avec des lunettes. Putain, à chaque fois je veux dire bonsoir. Oui, alors non, je vous ai dit. Ouais, enfin, bon, je sais plus. Ah oui, alors je suis Olivier Afonso. On fait des maquillages et effets spéciaux depuis pas mal d'années avec l'atelier 69 qui a été créé en. Je sais plus. À peu près en 2006 à l'époque. Parce qu'en fait, on travaillait ensemble. Il y a 3 responsables qui sont Frédéric Linné, Guillaume Castagnier et moi-même. Et après, il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont chefs de département comme Nicolas, qui s'occupent principalement de tout ce qui est animatronique, mécanique et tout ça. Et donc ouais, en fait, l'atelier a commencé vraiment à avoir l'identité qu'il a maintenant avec Frontières. Parce qu'en fait, à Frontières, on a commencé à travailler ensemble, on a vu que ça fonctionnait super bien, donc on a continué, on s'est jamais arrêté. Voilà, donc ouais, on a fait beaucoup de films, pas seulement des films de genre. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai réalisé Girl with Balls. C'est drôle parce que c'est toujours aussi difficile à prononcer. Girl with Balls. On essaye de le dire sans accent au maximum. Moi j'ai trouvé un truc, j'ai dit with. Girl with Balls, c'est facile, c'est plus souple. Bon. Parfait. Alors pour revenir donc au film, première question, le temps. Combien de temps entre l'idée et la diffusion? Bah en fait, tu vois, cette question, on me la pose souvent et à chaque fois, au début, je répondais en disant « Ouais, ça a pris 10 ans ». Mais c'est complètement con de dire ça parce que quelque part, tu passes pas 10 ans à fabriquer ton film, quoi. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, on revenait de la projection de Frontières et j'avais vu Rec, j'avais vu Cloverfield et tout ça. Et j'avais trouvé ça hyper cool, l'ambiance dans la salle, c'était à Gérardmer, j'avais trouvé ça hyper cool, l'ambiance, les gens qui crient, les gens qui applaudissent et tout ça. Et en revenant, j'ai parlé avec Jean-Luc Cano, qui est scénariste, et je lui ai dit, ça serait marrant de faire un film où les gens s'éclatent, où ça crie et tout ça. Au début, il me disait, ouais, il voulait faire un film un peu sombre, et je lui ai dit, non, un film beaucoup plus débile. Et on était parti très loin.
Et évidemment, ça faisait marrer plein de producteurs et tout ça, mais ils nous disaient tous que c'était impossible à faire, parce qu'on allait vraiment trop peut-être loin. Donc après, avec le temps, tu vois, le film, on se dit de toute façon, ça se fera jamais, c'est impossible à faire, donc ça avançait. Vous avez juste écrit tous les deux, ou vous étiez suivi par un producteur à l'époque? Alors il y a un producteur qui s'appelle Xavier Delmas qui nous suivait, mais qui très vite a dit les gars, moi je suis sur d'autres projets, celui-là je sais pas si je vais réussir à le vendre, et il nous a dit essayez de voir ce que vous pouvez faire de votre côté. Puis on a dit ouais, puis on n'a rien fait. Et donc on a attendu comme des couillons, et puis un jour Jean-Luc l'a filé à Jean-Marie Anthony qui faisait du clip, et à l'époque il y avait Vincent Branson qui travaillait avec lui, qui avait aimé le projet, qui lui a dit ça serait bien que tu jettes un œil là-dessus. Puis on y est allé avec Jean-Luc, histoire de dire ouais ok, on y va. Le gars nous a filé un peu d'argent, le producteur, donc Jean-Marie nous a donné un peu d'argent, et puis on s'est dit putain cool, on gagne de la thune, on n'a rien fait, c'est bien. Puis là il a fallu commencer à bosser parce qu'on s'est rendu compte que ça intéressait des gens. Mais c'est un peu la valse, quoi. Comme je te disais, un coup on nous dit c'est trop gore, un coup on nous dit c'est pas assez gore, un coup on nous dit c'est trop drôle, parfois c'est pas assez drôle. Donc il y a eu, je sais pas moi combien de versions, mais je pense que comme dans tout scénariste, on est à la V1000 quoi, je sais pas. Et encore, le film continue à changer, et même juste avant la première projection que tu fais, quoi. En fait, c'est tout le temps, c'est une matière mouvante, voilà, quoi. Merci. Alors, on vous a tous réunis aujourd'hui aussi pour savoir comment vous recevez un scénario. Quand vous le lisez, qu'est-ce que vous cherchez dedans? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez dans cette aventure? Ouais. Et juste pour préciser un peu cette question-là, on a tendance parfois à penser que le scénario est un objet fini, une œuvre d'art. En réalité, c'est un objet de travail pour tout le monde. Et on voudrait savoir effectivement comment vous gérez cet outil. Alors, moi je vais faire vite parce que sinon après c'est moi qui perds tout le temps. Ouais, moi j'ai toujours ce truc-là qui m'emmerde un peu, c'est-à-dire que le scénario c'est pas un bouquin. Moi je le vois toujours comme quelque chose qui doit être réalisé. Et pour répondre à la place de mes deux potes qui sont là-bas, c'est que de toute façon s'ils le faisaient pas, ils étaient virés, donc ils n'avaient pas le choix, quoi. Bah non, mais qu'est-ce qui nous intéresse dans un scénario? Moi, comme je joue, déjà c'est le rôle, c'est qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux transformer ce qui est écrit, me l'approprier un peu? Ça, c'est très important. Après, il y a tout ce que le film raconte, tout ce que j'aime. Comment dire? Je me pose la question de qu'est-ce que tout ça raconte. Ça, c'est quelque chose qui peut me motiver ou alors au contraire vraiment me dégoûter. Après, c'est pas comme dit Olivier, c'est pas qu'un scénario, c'est aussi une rencontre, c'est aussi une manière de parler d'un projet, parce que les projets, les scénarios, ils bougent tout le temps, mais ce qu'il y a dans la tête d'un réalisateur, ça, c'est quelque chose qui peut être très, très convaincant. Et puis voilà, après, dans le cadre d'un film comme Girl with Balls, il y a aussi un peu l'aventure, quoi. Se dire qu'on va se battre, se dire qu'on va... C'est ça, le volet, les cascades, c'était dans tes cordes? Non, justement, et ça, c'est quand même super motivant. Mais oui, il y a ça, il y a aussi tout ce que ça va impliquer techniquement de faire cette chose-là, quoi, qui est motivant. Voilà, bref. Nous, au départ, le film, on voulait pas bosser dessus parce que le scénario ne plaisait pas. Mais comme Olivier était un copain depuis de longues années, on s'est dit bon, finalement, on va peut-être le faire. Non, mais nous, c'était difficile d'être objectif parce que Olive, on travaille ensemble depuis de nombreuses années et le projet, on l'a vu mûrir d'année en année. Et je crois qu'il y avait une volonté de faire un film funky dès le départ, et puis de se faire plaisir. Et je crois que dans l'écriture de Jean-Luc et d'Olive, c'était un peu l'idée. Donc il était indéniable que l'atelier, de toute façon, suive ce projet. Après, c'est sûr qu'un scénario, on peut avoir plusieurs lectures personnelles quand on est un peu à l'écart de la volonté d'un réalisateur sur une première lecture. Mais là, on était très inspiré de toute façon par Olive et son intention de faire un film et puis de s'amuser. Je crois qu'il y avait vraiment cette volonté-là. Donc nous, voilà, le scénario, on l'a pris comme ça et on s'est dit qu'on le suivrait à 200%, quoi qu'il arrive, avec les moyens qu'on nous donnerait. Après, évidemment, qu'il y a eu un autre débat sur l'aspect construction, fabrication et moyens qu'on nous donne. Mais donc, nous, du coup, oui, c'était indéniable qu'on le fasse. Et puis, en plus, ça parlait de volet. Et moi, comme je fais du volet, je me suis dit, super, je vais pouvoir en plus m'impliquer d'un point de vue sportif à ce niveau-là. C'était notre coach volet. Voilà.
comme on a pu avec les moyens qu'on a eu, mais voilà. Donc c'était une aventure que de toute façon on suivait depuis des années et c'était sûr qu'on allait y participer quoi qu'il arrive. Donc voilà. Qu'à rajouter de plus, moi j'étais super contente de travailler sur un film d'Olivier, film de genre, film d'horreur. Donc en tant que maquilleuse, il n'y a pas mieux pour s'amuser parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc quand on lit un scénar comme ça, tout de suite on voit tout ce qu'on a à faire en patine, en sang, tout ça. Et pour une maquilleuse, c'est vraiment le kiff total. Donc voilà, moi c'est ce que je regarde en premier. Après, un scénario, c'est 40% du film. Il y a l'intention du réalisateur, il y a les décors, il y a la musique, il y a le jeu des comédiens. Donc après, c'est vrai que quand on connaît la personne, on sait à peu près vers quoi elle va se diriger. Et moi, je savais qu'avec Olivier, en effet, ça va être quelque chose de funky. Et je me suis tout de suite marrée en lisant le scénar. Donc j'étais très partante. Voilà. Alors quand on pense intention du réalisateur, on pense aussi direction artistique. Est-ce que très tôt, Olivier, tu as fait des croquis, dessiné, imagé finalement le scénario? Ouais, parce qu'en fait, c'est vachement dur d'attendre en fait. En tant que scénariste, moi je découvrais l'écriture, parce que évidemment avec beaucoup de prétention, je me suis dit que moi aussi je pourrais écrire, mais en fait pas du tout. Donc heureusement qu'il y avait Jean-Luc. Et donc comme on attend beaucoup, j'ai commencé à dessiner. J'ai dessiné les tenues des volleyeuses, j'ai dessiné les décors, j'ai dessiné le camion, j'ai dessiné le logo, j'ai dessiné tout ce que je pouvais dessiner. Puis j'ai commencé à sculpter la tête d'une des comédiennes qu'elle perd pendant le film. J'ai sculpté des prothèses, j'ai sculpté tout ce que j'ai pu sculpter, le temps l'attente. Voilà quoi, et en fait ouais, ça c'est quand même un atout assez considérable de pouvoir faire d'autres choses, parce que ça permet de prendre son mal en patience, et surtout moi je pense que c'est important d'avoir une direction artistique dans des films, des petits films, des films compliqués, parce qu'au moins on va droit au but, et on perd pas de temps, et ça aide tout le monde, ça aide tous les corps de métier, ça aide la déco, ça aide les costumes, ça aide tout le monde. Et puis comme ça, puisque quand même le boulot d'un réal, c'est quand même de beaucoup travailler avec ses comédiens, et autre chose aussi, mais je veux dire, les comédiens, à un moment, il faut être présent, il faut être avec eux. Et donc si déjà toutes les informations sont données avant aux autres corps de métier, c'est plus pratique, quoi. Voilà. On a passé sur l'aspect financier, c'est-à-dire comment les producteurs sont allés chercher de l'argent ou pas, parce qu'on en a déjà pas mal parlé les années précédentes. Maintenant, il y a un moment, effectivement, où toi, tu as beaucoup travaillé, vous arrivez à ce scénario, et puis il y a un budget qui tombe. Comment on se met à arbitrer cette question de budget, de temps de tournage, et cette envie de départ qui était, est-ce qu'elle a été énorme et tu l'as réduite? Est-ce que dès l'écriture, vous êtes dit, on sait à peu près dans quel budget on va être, donc on écrit en fonction? Comment tu as pris ça en compte? Et pareil pour les effets spéciaux, le maquillage, à quel moment on se pose ces questions-là de budget et d'équilibrage? En fait, moi j'aimerais te dire qu'on adapte, etc. Mais en fait, non, pas du tout, parce qu'en fait on prend les nouvelles au fur et à mesure. Tu vois, tu apprends les choses, et en fait quand on te les dit, alors très vite moi je leur ai dit non mais dites-moi vite les problèmes, que je trouve des solutions, parce qu'il y a une tradition en France, c'est on cache tout au réalisateur. L'argent c'est pas son problème, ça c'est pas son problème, mais en fait c'est con, parce que si très vite tu es au courant, tu trouves des solutions, mais si on te dit rien, tu trouves pas de solution. Et donc, ouais, c'est un peu au fur et à mesure. Tu vois, moi, je découvre des choses, je me rends compte que c'est compliqué. Ils essayent de me ménager, mais au contraire, ça me ménage pas du tout. Parce que les problèmes, c'est pendant la prépa, mais pendant le tournage et après le tournage, c'est tout le temps. Tu es constamment à essayer de trouver des solutions. Et en fait, le problème d'un réalisateur, c'est ça, c'est qu'il faut toujours trouver des solutions à tout, des réponses à tout le temps. Et tu passes ton temps à te gourer, quoi. Et donc, tu te gourres, donc tu rattrapes, tu retrouves des solutions, etc., etc. Et voilà, donc anticiper, on peut essayer d'anticiper, mais il y a tellement de choses que tu peux pas prévoir, parce que c'est une machine tellement énorme que tu passes ton temps à trouver des solutions au fur et à mesure, et faire au mieux, quoi. Et moi j'ai eu la chance d'avoir une équipe que je connaissais pas, avec qui je m'ai super bien entendu, mis à part le maquillage, effets spéciaux, les costumes, et les comédiennes, les cascadeurs, tout le reste était des gens que je connaissais pas. Mon premier je connaissais pas, mon chef-op je connaissais pas, et c'était en plus j'avais une équipe espagnole qui parlait pas français,
Donc je passais mon temps à parler espagnol, anglais, français, mais je t'explique même pas, un jour je me suis demandé s'il me comprenait, quoi, avec un ingé son qui parlait pas français, donc qui écoutait son truc sans comprendre ce qu'on racontait, donc j'étais là, c'est bon. Et non mais moi je trouve que franchement, si un jour on peut monter le making of, mais je trouve que le making of limite il va être encore plus drôle, quoi, parce que c'était surréaliste ce qui nous arrivait, quoi, avec le temps, t'arrives le matin, il fait 30 degrés, un ciel bleu. 1 heure après, le ciel devient nuageux, tu passes à 25, puis après d'un coup ça tombe à 15 et les nuages te tombent sur la gueule, il fait brouillard, t'as un brouillard, tu vois pas à 1 mètre, et comment tu peux le prévoir ça? Tant que tu trouves des solutions, donc très vite tu te dis bon bah on va tourner un moment au soleil, un moment nuageux et un moment dans le brouillard, et on va voir ce que ça va donner, quoi. Puis on était là, on tourne, et on n'arrêtait pas de me dire mais t'es sûr? Bah oui, on tourne, et puis t'avances comme tu peux, et je pense que c'est ça, quoi. Tu vois, tourner. En plus, on n'avait pas le choix, on avait 5 semaines, donc il faut aller super vite. On m'a interdit de faire 1 heure sup, donc je faisais mon film à la montre. Je regardais, j'ai pris un maximum de risques. Et heureusement, je te dis, j'ai une équipe qui m'a vachement suivi, des comédiens qui m'ont... Ça veut dire un découpage, un storyboard avant, ou c'est un Non, truc mais le découpage, tu fais un storyboard, tu fais un découpage, mais le premier jour, tu dis bon bah vas-y, fous tout ça à la poubelle, parce que de toute façon, tu peux pas le faire. Si tu fais, tu rentres pas ton film, quoi. Donc et puis c'est pareil, des décors que t'as qui sautent, t'arrives sur un décor et ça saute, et puis tu dis ouais, moi je connais quelqu'un dans la salle qui est réalisateur à qui c'est arrivé, on a vécu une belle aventure avec lui, qui pourrait vous en raconter des belles aussi, et n'est-ce pas Franck? Et voilà, quoi, en fait n'importe quel film est difficile, mais t'as l'impression qu'on a un traitement de faveur dès que t'essayes de faire un film de genre, t'as un petit truc, tu dis ah bah ouais mon pote, démerde-toi, de toute façon c'est une tradition, donc, Il faut dire que vous rajoutez en plus au film, disons, classique, de la cascade, des effets spéciaux qui doivent prendre du temps à mais c'est ça, c'est mettre que en si place. tu veux, déjà moi quand je vendais mon projet, je leur disais c'est pas un film de genre, c'est une comédie et du genre. Et ils disaient ah ouais d'accord, bon, double peine, tu sais. Et en fait, moi je voulais absolument que ce soit les comédiennes qui fassent leur cascade, parce que si tu veux mettre en avant le côté féminin et valoriser les comédiennes et tout ça, et puis et j'avais envie que ça soit elle, j'avais envie être honnête vis-à-vis de ça. Mais sauf que tu vois, même rien que jouer au volley, moi je me suis rendu compte que c'était super dur de jouer au volley. Tu te prends un ballon, c'est comme ça si quelqu'un te foutait une baffe, quoi. À un moment, les mecs se prennent des ballons dans la tronche, et moi je fais le malin, je dis monsieur, je vais vous montrer, ça fait pas mal. Et j'y vais, et le chef cascadeur, il m'envoie une balle dans la tête, j'ai une photo, la balle elle se déforme sur mon visage, et j'étais là, non même pas mal, tu vois, pour que les autres le fassent. Et après, c'était le concours de beat. Non, ça fait pas mal. Mais on était tous la gueule rouge, la tête explosée. Moi, tout le reste du tournage, mal à la tête. Et tu vois, c'est ça. C'est que du bluff, c'est que de l'arnaque, c'est que... Et alors, question pour Louise, justement, sur tout cet aspect-là. Moi, j'ai une question. Oui, je reviens un tout petit peu en arrière. Comment tu as entendu parler du projet? Ça passe par ton agent? Ça remonte à très longtemps. C'était au moins 2 ans avant qu'on fasse le film, et c'était par Jean-Luc Cano, qui connaissait un peu mon travail et qui m'avait fait lire le scénario. Bon voilà, je vous passe les étapes, mais ça a été aussi le casting, et ça a été épique. Il y a eu beaucoup d'équipes de Falcon, je pense qu'on pourrait faire un tournoi. Mais voilà, ça finit par être ce que c'est. Et après, pour se préparer justement à ces cascades, au volet, vous avez combien de temps? C'est quoi la prépa On n'a pas eu énormément de temps, mais quand même, vous avez bien fait les choses. On n'était pas non plus dépourvu on avait un coach de volley qui était Nicolas, qui a été plein de bonne volonté, un peu consterné par notre niveau, je pense. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein, mais... donc le volley, c'était ça. Et après, on a travaillé les cascades avec l'équipe de Manu Lanzi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui les connaissent. C'est des cascadeurs qui sont super. Et après, bon, ce que j'ai déjà pas mal dit quand on présentait le film, on a fait nos cascades, mais en fait, les cascades, c'est 10% de nous qui les faisons, et 90% des cascadeurs qui reçoivent les coups et qui sont des trop bons cascadeurs en fait, et qui donnent l'impression qu'on se bat super bien, mais c'est quand même beaucoup grâce à eux. Et puis voilà, après c'est du jeu comme tout, donc quand t'aimes jouer, en fait tu peux faire une fausse bagarre, en fait le jeu ça te permet de faire pas mal de trucs que tu savais pas faire en fait. Ça veut pas dire que tu te fais pas mal ensuite, mais tu peux, quand tu y crois, ça peut passer, quoi. Et Nicolas et Amélie, vous partez donc à quel moment en Espagne? Ça se tourne en Espagne, à Tenerife. Vous partez donc avec une équipe espagnole que vous connaissez pas, ou vous vous emportez
dégâts des Bah films? moi, j'ai eu la chance d'avoir pu prendre une assistante française parce que vraiment là, il y avait déjà 2 maquilleuses pour autant de comédiennes, d'effets de sang et tout ça, c'était déjà ric-rac. Donc j'ai vraiment insisté sur ça. Après, les coiffeurs étaient espagnols. Et je pense que la prépa, on n'en a eu pas énormément. En plus, moi, j'étais sur un autre film, donc j'ai laissé mon assistante faire la prépa sur place, à faire des essayages des différents comédiens. Je suis un peu arrivée au dernier moment, donc ça a été assez rapide. Je pense que, je sais plus, vous avez eu une semaine, je pense. Une semaine, ouais. C'est déjà pas mal. Sur 5 semaines de tournage, finalement. Voilà. Et Nicolas, toi, combien de temps pour préparer tout ça? La taille de l'équipe? Ça a été comme le projet qu'on a su qu'il allait se faire. On a commencé un petit peu. On a commencé tôt à l'atelier, mais à faire des petites choses à droite à gauche avec Olive pour prendre un petit peu d'avance parce qu'on savait qu'on n'aurait pas beaucoup de temps. Je pense qu'on a commencé peut-être 2 mois avant avec une petite équipe de. Je crois qu'on était 4, 5 personnes à bosser l'atelier. Nous, c'était un petit peu par rapport, je reviens par rapport à ce que tu disais d'un point de vue financier. Nous, le scénar, quand on le reçoit au début, normalement, on fait un dépouillement puis on définit un budget. Après, il y a une grosse phase de négociation avec la production parce qu'en général, on prévisionne très mal les effets spéciaux de maquillage dans les films, que ce soit de genre ou classique. C'est souvent, on prévisionne très bien la déco et tous les autres départements, puis à la fin, s'il reste un peu de miettes, on fait un peu des effets spéciaux. Donc nous, on essaie de se battre pour justifier qu'on a besoin de faire des effets dans certains films, et notamment un film de genre ou ce genre de choses où c'est inévitable. Donc là, on entre dans un vrai bras de fer avec la production qui n'a pas prévisionné assez. Généralement, c'est même 2-3 fois moins que ce que le film a l'ambition d'avoir. Là, avec Olive, Olive savait très bien que d'un point de vue financier, on serait un peu short, donc il avait déjà pris un peu les devants sur l'aspect fabrication. Bien que quand on a défini un devis, il s'avère qu'on n'avait pas du tout le budget pour. Donc on a réussi à avoir une petite enveloppe nécessaire pour faire des effets, mais les conditions de tournage à l'étranger faisaient qu'on ne pouvait pas partir avec une grosse équipe sur place. Donc on a volontairement un peu sacrifié tout ce qui était gros travail de prothèse qui nécessitait peut-être d'embarquer une équipe de maquilleurs qualifiés, expérimentés, parce qu'on peut toujours prendre des gens sur place, mais pour être performant dans ces métiers-là, il faut savoir avec qui on travaille, et quand on a l'habitude de travailler avec ses collègues, on est beaucoup plus rapide que quand on travaille avec des gens avec qui on n'a jamais travaillé. Et sur la pose de prothèse qui prend des choses, qui sont des travaux qui prennent beaucoup de temps, c'était très compliqué sur place de partir dans ce genre de maquillage. Donc Olivier avait mis l'accent plutôt sur des effets de sang, des choses qui étaient préparées à l'atelier, qu'on partait, et que moi, sur place tout seul, ou avec Amélie et l'aide d'une petite main locale, je pouvais mettre en place sans avoir besoin d'autres personnes très qualifiées avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc la réflexion sur les effets spéciaux s'est fait là-dessus, sur mettre l'accent sur les effets de sang, projection de sang, explosion de tête, etc. Et minimiser les gros travails de maquillage pour répondre à ces problèmes techniques et de budget. Et donc voilà, donc on a préparé 2 mois en avance un peu tous les faux corps, les effets de sang, etc., etc. Et on est parti en effet, je crois, une semaine avant pour prendre un peu nos marques là-bas et puis rencontrer un peu l'équipe locale et puis se préparer à tout ça, quoi. Olivier, toi, le film fait 1h17, je crois. C'était déjà le cas à l'étape du scénario? C'est un choix d'avoir un film assez Non, bien rapide? sûr que non. Un film, quand tu écris plein de choses parce que tu sais de toute façon qu'il y a plein de choses qui vont être enlevées. Donc en fait, t'en mets plein pour que les autres t'enlèvent et tu dis bah oh, tu m'as déjà enlevé ça, comme ça tu gardes les autres. Non, mais moi, de toute façon, moi j'avais envie d'un film assez court. Je voulais 1h20, 1h25. Parce que ça me plaît quand puis c'est un film qui s'y prête beaucoup, quoi. Moi je trouve que un film comme ça va, tu vois, le scénar c'est une excuse pour après s'amuser à l'intérieur, quoi. Il y a pour ça qu'on avait choisi une trame assez simple, classique, et aussi on avait mis beaucoup de confiance au spectateur en disant bah, de toute façon il connaît les codes, il connaît le principe, et ça, il n'a pas besoin de savoir plus, parce qu'il sait que de toute façon, des détraqués, le base d'un détraqué, c'est de courser les gens pour les buter, quoi, et de les bouffer. Et on s'est dit ça. Et en fait, on se gourait, parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent, mais en fait, c'est qui? Et moi, je me dis, on s'en fout, c'est qui? C'est des gens qui tuent des gens. Et en fait, non, bon, bah, les gens ont besoin de savoir d'où ils viennent et tout. Ça, c'est le petit défaut.
enfin le défaut que je me reproche de l'histoire, puisqu'on parle d'histoire là. Et mais voilà, non, mais vraiment, il y avait une vraie volonté de faire un film assez court, quoi. Parce que je trouve que tu vois, quand tu t'éclates avec des potes, c'est cool de regarder un film, de se marrer tout ça, mais après c'est cool quand c'est fini et que tu continues à boire des coups et manger aussi, quoi. Sur les effets, justement, Nicolas parlait plutôt d'effets de sang plutôt que de prothèses. Tu nous as dit que tu avais jeté ton découpage, alors que généralement, je crois que vous prévoyez les effets en fonction aussi des cadres, souvent. Comment toi, tu as arbitré entre les effets visibles, ce que tu joues en off, par exemple l'explosion du chien, Après, tu sais, les productions sont constamment en train d'essayer de te rappeler que ça serait bien que ça soit pas un moins de 16, quoi. Parce qu'à la base, ça devait être exploité en salle. On avait un distributeur à France qui est parti, revenu, et puis après il est pas parti. Parce que pour plein de raisons qui lui sont propres, je crois qu'il a mis la clé sous la porte aussi. C'est pas à cause du film. Et non, et en fait, moi, il y a plein de trucs, par expérience, je me suis rendu compte que des fois, on faisait des super belles sculptures, mais dès que tu rajoutes du sang dessus, tu vois plus rien, et que les gens sont très sensibles au sang. Et je me rappelle d'un truc que disait Tarantino qui m'a toujours marqué, c'est que par rapport à Kill Bill, il avait passé la scène d'introduction en noir et blanc parce qu'en fait, les gens, c'est pas le sang qui les dérange, c'est la couleur. Et je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais optimiser là-dessus. Je me suis dit, tiens, on va faire des splatchs, plein de splatchs, parce que moi, j'aime bien, moi, de toute façon, quand les personnages, ils s'en prennent plein la gueule, plein de splashs, et je voulais qu'ils passent par la boue, le sang et tout. Un truc comme ça qui m'amusait. Et donc, et puis je sais que sur un plateau, c'est des choses qui peuvent aller très très vite, même si ça prend du temps, c'est des choses qui sont exploitables, comme disait Nicolas. Une pose de prothèse, c'est très 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 long. Donc, je me suis dit, bah, c'est là-dessus qu'on va mettre le paquet. Et que de toute façon, voilà. Alors le chien, je te cache pas que c'est un truc, c'est super drôle l'histoire du chien. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de vous en parler maintenant, après tout ce que j'ai entendu, la haine que j'ai reçue, les menaces de mort que j'ai reçues, les trucs, les lettres d'amour de mecs de pays que je connais pas. Enfin, tu vois, plein d'émotions dans tous les sens. Et le chien, je l'ai fait aussi par pudeur parce que moi j'aime bien les animaux et ça me fait marrer de les buter aussi. Et je me suis dit, c'est marrant de le faire en off et que le mec s'en prend dans la gueule. Et on m'a dit, ouais, c'est con que tu l'aies pas montré. Et j'ai dit, ouais, bah, bon, en même temps, ça racontait la même chose. Et donc voilà, et puis ça avait été un effet très très compliqué à mettre en place. Et on n'avait qu'une heure pour tourner la scène, qui est très très longue. Et c'est la scène où le coach revient et tout ça. Il y avait tout un truc, c'était hyper compliqué. Et puis cette journée, on s'est rendu compte qu'on passait de 30 à 8 degrés. Il y avait le comédien qui commençait à avoir de la buée qui sortait de la bouche. Donc au final, le faire en off, c'était plutôt techniquement et narrativement, ça me faisait marrer. Et tu vois, faire cette scène et jouer le côté excessif bande dessinée avec le chien qui s'étire comme un élastique, on a trouvé sur place parce que le comédien Artus, il va y tirer dessus comme un malade et je me suis dit putain, il va le claquer le truc. Et en fait, ça me faisait marrer parce que ça claquait pas. Alors je disais vas-y, tire. Et puis on a eu un bruit de ballon, je me suis dit ah, ça va passer parce que l'objectif c'est que ça soit une comédie, que ça fasse marrer. Et ben même comme ça, et ben, on m'a menacé de mort. On m'a dit qu'on allait me faire pareil. J'ai dit putain, les mecs qui arrivent à faire ça pareil, je l'invite au resto quoi. Enfin voilà. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Si, ouais. Là, ce qu'on entend beaucoup, c'est que vous avez tourné très très vite. Je sais pas combien de plans vous avez tourné au final sur ces 25 jours. Sur 25 jours, on était pas loin de 800 plans, je crois. C'est quand même énorme. Mais c'était, en fait, c'est un maximum de risques. T'es obligé de prendre un maximum de risques. Et justement, vous êtes sur combien de prises et ça, c'est une question qui va aussi bien sur les effets spéciaux que pour les comédiennes. C'est quoi le confort d'un tournage comme ça? Est-ce qu'on a le temps de chercher son personnage? En fait, est-ce qu'on a le temps de se rater aussi? En fait, moi, si tu veux, j'ai essayé de répondre vite encore une fois pour les laisser parler. Si tu veux, l'idée c'est que je disais souvent que j'avais pas le luxe de m'embrouiller avec qui que ce soit, j'avais pas le luxe de m'engueuler, j'avais pas le luxe de discuter. Donc je préférais faire de la matière et sacrifier des beaux plans que je rêvais pour être sûr d'avoir de quoi travailler, quoi. Parce que j'avais qu'une seule chance. Une seule chance, c'était ça, parce que malheureusement, mes prods, ils ont fait le maximum, ils m'ont donné le maximum qu'ils pouvaient, mais malheureusement, j'avais qu'une chance, quoi. Il fallait que je la prenne, donc j'ai
avec le chef-op, je dis écoute, on va multiplier les prises, mais on va proposer plein d'axes différents, etc. C'est pour ça que ça m'amuse quand je lis les gens qui disent oui, il y a plein de faux raccords. Genre moi, le couillon de service, j'ai vu mon film 15 000 fois, j'ai pas vu qu'il y avait des faux raccords. Non mais si je les laisse passer, c'est que j'ai pas le choix, quoi. Vous tourniez à 2 caméras ou... Non. On tournait à 2 caméras pour les scènes d'action. Pas toutes, mais certaines. Mais sinon, c'était une caméra qui fonctionnait comme elle pouvait des fois. Et parce qu'on l'a malmenée, et c'était assez drôle. Donc voilà, et je sais plus ce que je veux dire. Oui, des fois, il y avait une prise. Et on me disait, t'es sûr? Je dis, oui, une prise. Mais si ça marche, ça marche. Donc voilà, quoi. Et je laisse raconter mes camarades. Oui, pour Louise, parce que... Juste un dernier truc, c'est très drôle, parce que c'était Louise la spécialiste de la dernière prise, de la dernière heure, du dernier moment, de dernière minute. Donc ça, c'était pour elle. Toi, oui, quelle différence t'as ressenti entre un tournage dit classique ou de film classique et un film de genre qui est souvent donc sous-budgété et qui doit aller très très vite J'ai l'impression que de plus en plus les films sont sous-budgétés quand même, que ce soit de genre ou pas. Donc moi j'ai l'impression qu'on travaille de toute façon de plus en plus vite, à part vraiment dans des conditions super, mais en fait travailler vite ça devient un peu la norme. Après là c'était quand même particulier parce que effectivement, il fallait qu'on travaille tous vraiment ensemble avec les effets, avec la météo, et c'était des bagarres et tout, donc il y avait quand même un truc où bon, ça demandait de faire vite des choses qui demanderaient normalement du temps. Mais en même temps, on racontait l'histoire de filles qui étaient en train de courir dans la forêt pour s'échapper de chasseurs sanguinaires, donc c'était pas mal en même temps d'être en speed. Voilà. Après, c'est vrai que parfois, on réfléchissait pas tellement à ce qu'on faisait. Moi, parfois, j'étais un peu frustrée de me dire, putain, j'ai pas eu le temps de penser vraiment ce que je voulais faire. Il y a des choses que j'aurais fait complètement différemment, je pense. Mais c'est pas grave, parce que le film, c'est une urgence, on l'a fait dans l'urgence. Ça marche, quoi. Mais je te dis pas que c'est pas plus confortable d'avoir 2 fois plus de temps. Si, en fait. Et en termes de jeu, parce que c'est un film hyper coloré qui est vraiment plus grand que nature. Toi, en tant que comédienne, tu l'as abordé comment? Tu t'es dit, je dois pousser mon jeu Ouais. C'était un peu la difficulté, justement, qui était liée au manque de temps. C'est que il y avait quand même beaucoup en tout cas, pour mon personnage, je l'ai vraiment dessiné comme dans une bande dessinée, quoi. C'était vraiment comme une composition, j'en faisais un peu beaucoup volontairement, mais le fait qu'on manque de temps, ça me laissait pas trop le temps d'aller très haut pour retomber peut-être trop bas et trouver le juste milieu. Donc parfois je faisais des trucs et je me disais mais j'en ai fait des caisses et j'ai eu qu'une prise. Enfin il y a des moments du film qui, quand je le vois, je me dis où j'aurais pu être un peu plus subtile. mais c'est ça en fait, c'est des codes que moi je connaissais pas du tout, quoi. Donc on s'est un peu inspiré des dessins animés aussi, puis on est aidé par le maquillage, aussi par les costumes. Mais bon, c'est vrai que il fallait en faire beaucoup quand même. Enfin, moi, j'en ai fait beaucoup. Et Amélie et Nicolas, comment on gère tout ce qui est raccord, effet, comme ça, quand pareil, on est... Alors nous, c'est assez marrant parce que dans les effets spéciaux de maquillage, en général, on souffre souvent du fait qu'on nous laisse peu de temps. Alors déjà, soit quand on fait des prothèses, souvent les gros plans sont à la dernière minute de la fin de journée, après 10 heures de tournage, là où les prothèses sont les plus dégueulasses et on mal vieilli. Ou quand on a un effet de sang à faire, des effets qui sont un peu compliqués, en général, pareil, on a 5 minutes en fin de journée pour les faire. On mise sur la comédie, sur plein de choses qui sont aussi toutes importantes, mais les effets spéciaux de maquillage, surtout un effet en direct, c'est un effet technique qui n'est pas une science exacte, qui nécessite du temps, de l'installation, et en général, en fin de journée, on te laisse 3 minutes pour t'installer, faire ton effet, et c'est, allez, faut y aller, il faut que ça aille vite. Donc c'est le méga stress et un peu le rush. Et on souffre souvent de ça dans les effets spéciaux de maquillage, en général en France, où on considère mal l'implication technique et les contraintes que ça peut impliquer. Donc je m'étais dit, bon bah là, Olive, qui bosse dans le métier, il va me couvrir, et on va avoir le temps de faire les choses bien. Bah non, on n'a pas le temps de faire les choses bien, et à chaque fois qu'Olivier... il avait confiance en son équipe, et avec les contraintes, il savait qu'on ferait les choses du mieux qu'on peut, mais c'était, Nico, tu as une prise. Et là où on devrait techniquement avoir 2 ou 3 prises pour des effets, justement, des effets spéciaux et des projections de sang, parce qu'on a beau faire 10 tests en atelier ou 20 tests en atelier, on n'est jamais en condition de plateau, avec des conditions météo, de temps, de température, etc. Et faire un effet de sang, c'est jamais pareil. Tu vas beau faire 3 fois la même chose, calibré techniquement 3 fois pareil, tu auras
pas 3 fois le même résultat. Donc c'est quand même hyper aléatoire et le facteur risque il est quand même très grand. Et Olivier me dit bon bah Nico t'as qu'une prise, hein, donc one shot good shot. Hein. Et là je fais ok merci Olive. Et donc chaque effet de sang dans le film ça a été fait une fois. Voilà et je me suis dit bah voilà Olive qui connaît le métier, et on se retrouve dans les mêmes conditions que d'habitude, comme quoi ça dépend pas du réalisateur mais en effet des conditions que les productions souvent t'imposent et qui sont des conditions de temps et de moyens et qu'il faut aller droit à l'essentiel, droit à l'urgence et ça laisse peu le temps parfois à s'appliquer et à faire les choses comme on veut, mais on a eu quand même pas mal de chance et que les prises qu'on a fait et les effets de sang qu'on a fait ont fonctionné, ou quand fallait que je vise une moitié de visage à gauche et surtout pas à droite parce qu'à droite on avait un raccord etc et que tu es à 2 mètres de la comédienne et que tu tires sur la comédienne avec ton effet de sang, tu fais allez je croise les doigts pour que ça arrive à droite et que ça arrivait juste comme il fallait, t'es là c'est bon on enchaîne. Et on a été assez bien lotis à ce niveau-là, on a eu quand même pas mal de bol et on a pu faire one shot good shot à chaque fois et enchaîner. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. Je ne vais pas rajouter énormément. Si, tu peux rajouter. Bon, on s'imagine que comme tout le monde, j'ai couru dans tous les sens. Après, certes, il y a plein de faux raccords. Il n'y a pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire. Mais après, on l'a dit, 5 semaines, c'est ultra court pour un film choral, d'effets spéciaux et de cascades. Voilà, le plus important, c'était les prises. Après, le maquillage, bon, bah, la prochaine fois, on aura peut-être plus de temps. On aura peut-être 6 semaines de tournage, je l'espère. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant parce qu'on avait, en termes d'effets, on avait l'ambition de faire plein de choses et de donner beaucoup de matière. Et je pense qu'on a fait ce qu'on a pu, mais c'était pour moi assez frustrant d'avoir des journées où je devais faire beaucoup de choses et nourrir le film, même si les séquences sont pas forcément montées, c'est d'avoir de la matière pour qu'après on puisse l'utiliser ou pas. Et on a fait, Olivier a dû faire beaucoup de sacrifices, et notamment beaucoup de sacrifices d'un point de vue effet de sang, parce qu'on n'avait pas le temps. Et certains jours, ça a été un peu frustrant parce qu'on devait nourrir le film de ça, parce que c'était notre envie, et on n'a pas pu. Après, voilà, c'est les conditions et il faut faire avec. Et de toute façon, Olivier a dû il le dira lui-même, il a dû s'adapter au jour le jour et faire avec les moyens qu'il avait et faire beaucoup de sacrifices à tout point de vue, sur l'aspect comédie, sur l'aspect décor, sur l'aspect effet. Et donc c'est vrai que c'était pas simple. Olivier, quand on s'est vu pour préparer la masterclass, tu nous disais qu'en gros, un réalisateur, il avait 25% de choix au final. Tu as eu ce sentiment d'être à l'origine, de choisir beaucoup de choses, mais à un moment donné dans le tournage, d'être obligé d'avancer. Ouais, on n'arrête pas de dire que c'est difficile, c'est une souffrance et tout ça, mais ça reste quand même vachement de fun, hein, ça reste quand même super chouette. Moi, j'arrêtais pas de dire que de toute façon, si on s'amuse, ça allait se ressentir et peut-être ça allait faire marrer les gens et les gens allaient le ressentir, ils allaient se marrer avec nous. Donc ça, j'insiste là-dessus, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même une chance et un plaisir énorme de réaliser un film. Après, ouais, constamment, jusqu'au bout, jusqu'au moment de sortie, même jusqu'à l'affiche, en fait, t'es pas le seul à décider. Tu décides pas, en fait, tu fais des choix, tu fais des compromis, machin. Et moi, je me suis donné une règle qui était, si ça fait marrer une personne, il faut que j'y réfléchisse et si c'est peut-être que il faut que je sois généreux, je fais pas le film juste pour moi, et donc je voulais faire un film pour les gens. Du montage, vraiment le montage, mais même plein de trucs, tu vois, il y a des scènes qui me faisaient pas marrer et qui faisaient marrer Jean-Luc, donc je les ai gardées. Il y a des scènes qui faisaient marrer les gens, ça me faisait pas marrer, mais et donc je me suis dit si ça les fait marrer, je vais voir si ça fait marrer d'autres personnes, je vais les garder, et ça faisait vachement marrer plein de gens, et moi qui rigolais pas, je dis alors c'est que ça doit être drôle, tu sais, parce que en fait de ce côté-là, tu peux vite être perdu parce que tu es trop dans ton film, mais après c'est dangereux aussi parce qu'il y a plein de gens qui veulent t'expliquer à quel point ils comprennent mieux ton film que toi, et ils te disent mais non, mais c'est sûr, il faut faire ça, et puis toi tu es là, tu fais mais attends, et tu doutes tout le temps, donc tu te poses tout le temps des questions. Donc là-dessus, tu es toujours en train de choisir un truc qui à la base t'as vachement préparé. Et après, oui, effectivement, t'as pas beaucoup de choix parce qu'après arrivent les vendeurs qui veulent vendre le film d'une certaine façon, les distributeurs qui veulent vendre le film d'une autre façon. Et là, j'ai découvert un monde surréaliste. Les vendeurs arrivent vraiment quand tu es au montage, après, quand le film finit. Et ils te le font retoucher, j'imagine. Ouais. Et après, tu découvres plein de trucs. Tu découvres que le son que tu n'arrêtais pas de dire, mais le bruit là que j'entends, c'est quoi? Non, ça c'est rien. Et ben si, tu l'entends.
Et tu dis, on va faire comment? Donc il y a plein de trucs comme ça. Il y a eu la valse aussi d'un distrib qui voulait édulcorer le film et le rendre beaucoup plus acceptable, tout public et tout. Et au final, quand il s'est barré, on m'a dit, mais vas-y. Ah donc j'ai rajouté des têtes qui explosent, j'ai rajouté plein de sang, etc. Tu vois. Et Au début, on me demandait de mettre des bips sur certaines paroles. Tu imagines, toi, le film, il y a des bips, quoi. Mais le distributeur arrive, il a lu ton scénar, il sait exactement Ouais, quelle est alors la le nature di- du film. Ouais, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment on Et dit, il veut le rendre familial. et à un moment on dit, ouais, mais tu vois, le scénar, c'est pas ce que j'imaginais. Je dis, ah, ok, d'accord, mais t'imaginais quoi? Bah, c'est un truc différent. Je dis, ok. Et après, et on dit, ouais, c'est pas exactement le scénar, quoi. Je dis, ok, alors tu bosses, mais tu bosses, tu continues à bosser. Et quand tu le montres, tu dis, ouais, mais là, c'est trop le scénar. Je dis, putain, alors, c'est pas c'est le scénar, c'est trop le scénar. Et en fait, tout ça, c'est motivé par quoi? Par le business. C'est juste savoir comment tu vas vendre le film. Et si tout le monde était emmerdé, comment vendre ce film? Tu vois? Et moi, j'adorais l'idée. Moi, je voulais faire plein de festivals. On était pris dans tous les festivals. Tout le monde voulait le projeter parce que c'est un film de festival où tu vas pour t'amuser, tu t'éclates, t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins, voilà. Moi, je suis fier d'avoir un film qui divise vachement. T'as des gens qui me détestent et des gens qui m'aiment. Et c'est marrant parce que c'est même pas le film, c'est moi. C'est-à-dire qu'on s'en prend personnellement à moi. Il y a des gens qui trouvent qu'ils ont passé 1h30 de leur vie pourrie. Déjà, c'est 1h17. Et qui prennent, je sais pas, peut-être une demi-journée à écrire un texte énorme sur Internet. J'ai dit, putain, mec, t'as perdu ton temps, pourquoi tu peux encore? Mais moi, je suis prêt à leur filer 1 an et demi du mien. Si on y va, je vais leur faire visiter Paris, je sais pas, si ça peut les soulager. Non, mais sérieusement, en fait, c'est un business, quoi. D'un côté, on te dit, il faut pas que ça soit trash, mais tu dis, mais t'as lu le scénar? Mais comment que je peux pas faire trash? Comment je fais pour exploser une tête sans l'exploser, quoi? Et ça, c'est typique des films de genre. À chaque fois, c'est drôle, quoi. Tu vois, dans Massacre à tronçonneuse, je me rappelle, on nous disait, ouais, pour la version machin de tel pays, il faut pas qu'il y ait de sang. Ouais, mais là, on tronçonne le mec. Il y a pas de sang. Ouais, mais tu te débrouilles. Mais comment on fait? Et t'avais Julien et Alex qui étaient là, qui levaient les yeux au ciel et disaient, putain, cauchemar, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que chacun essaye de faire en sorte que tu fasses un film qui va servir leur façon de vendre le film, tu vois. Et c'est cool. Après, à côté de ça, tu as des mecs comme Grégoire Melin de Kinologie qui est à fond là-dedans. Moi, le reproche que je fais souvent dans mon film, c'est qu'il va trop vite, tu vois. Et c'est Fausto une fois qui a dit, si ça va trop vite, c'est que tu es trop vieux. Et je crois que c'est ça, parce que tous les jeunes qui aiment le film, en fait, t'as des gens qui sont hyper jeunes. Même je t'avais pas dit, il y a un fan club au Brésil là, et un truc de sport qui prennent le cri de Louise KKK comme cri de guerre avant de commencer un match. Tu te dis mais c'est quoi ce délire? Tu t'imagines pas ça, tu vois? Et donc effectivement, Grégoire avait raison. Le film, il va plaire aux jeunes parce qu'il va très très vite. Eux, ils ont des yeux, ils sont épileptiques, je sais pas. Et cet aspect justement violent, gore et comédie, est-ce que ça justifiait justement que ça parte sur Netflix plutôt que en soit fait, diffusé en salle en fait, moi, si tu veux, pendant longtemps, on me disait ouais. En fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'il n'y avait pas que Netflix qui était intéressé. Il y avait Amazon, il y avait d'autres gens, etc. Mais après, je rentre pas dans les détails parce que tout ça concerne la prod et que je suis pas au courant de tout. Comme on continue. Mais en fait, ça me paraît logique en même temps, tu vois. Netflix, moi j'en parlais avec Pascal Logier, et il disait que ce qui est intéressant, c'est que Netflix sont demandeurs, donc peut-être que ça peut nous encourager à fabriquer des films, et voilà. Après, le problème, c'est toujours le même. C'est pas Netflix ou l'envie de fabriquer, c'est comment les gens fabriquent, parce que constamment, j'ai des gens qui arrivent à l'atelier, des producteurs, qui me disent, alors j'y connais rien, mais on va le faire comme ça. Bah, si tu connais rien, laisse-nous te dire comment il faut le fabriquer, quoi. Et non, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Bon, bah, ok, d'accord, bah, faisons-le comme ça et on va encore se planter. Parce que je te dis, j'ai lu des scénars incroyables et après, je lisais des critiques, des gens qui faisaient des reproches, mais c'est pas l'histoire, c'était pas dans l'histoire, c'était pas écrit comme ça. C'est juste qu'on leur a pas donné les moyens de faire ce qui était écrit. Et qu'un réalisateur, ça doit constamment faire des choix. Et des fois, il y a des choix heureux et des fois des choix. Et puis, de toute façon, quand tu fais un film, tu dois sacrifier un public, quoi. Tu vois, tu peux pas faire un film pour tout le monde. Tu dois choisir. On va finir par des questions de la salle. Est-ce que vous pouvez nous dire tous les quatre ce qui a été votre plus gros regret sur le film, parce qu'on abandonne effectivement des choses, et ce dont vous êtes le plus fier? La question hyper dure pour finir. Moi, de manière générale, fier, non, fier. Je suis très content d'avoir participé à un film d'un pote. Déjà, c'est quand tu vois le parcours du combattant qu'il faut
gravir pour faire un film de genre en France quand on n'a pas un nom, c'est quand même quelque chose. Donc le fait qu'il aille au bout de son projet et de me dire bah il y arrive et moi j'en suis et je vais l'aider, déjà c'était je pense une fierté pour lui, une fierté pour l'atelier aussi d'accompagner là-dessus. Après voilà, sur les effets, je crois qu'on a fait au maximum. Je pense qu'on est assez humble et modeste pour dire que je n'ai pas de fierté particulièrement sur mes effets. On a fait le job comme on a pu. La frustration sera peut-être d'en faire bien plus et de se marrer encore bien plus, évidemment, mais ça, c'est comme dans tous les projets. Donc voilà, pour nous, ça se résume à ça, je pense. On aurait juste aimé faire beaucoup plus de trash au final, je pense, plus d'effets. Et puis après, la fierté, c'est que le film a abouti et que moi, j'en suis très satisfaite. Ouais, je suis fière du film. Voilà. Non, moi je pense que le regret, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir manqué de temps pour chercher un peu plus de subtilité dans les scènes de groupe, dans les scènes toutes seules, d'aller un tout petit peu plus loin dans ces personnages. Après, la fierté, c'est d'avoir quand même, enfin, c'est pas une fierté, mais c'est d'avoir réussi à quand même raconter. Enfin, moi, en tout cas, mon personnage, c'est un personnage que j'aime beaucoup et pas tel qu'il apparaît, mais j'ai beaucoup aimé le jouer. Donc, c'est d'avoir trouvé ça, cet endroit où j'arrivais à faire exister ce personnage qui était quand même écrit de manière caricaturale, mais c'est ça qui est fun. Du coup, moi, je suis contente, peut-être pas fière, mais d'avoir rencontré ce personnage et d'avoir pu en faire quelque chose. Et après, contente d'avoir fait ça avec toute cette équipe et tout ça, bien sûr. Mais puisqu'on parle technique un peu sur chacun nos cordes, moi, c'est ça qui me rend contente. Et puis parce que c'était quand même trop marrant et on a réussi à faire des choses un peu drôles. Donc c'est bien. Mais on aurait quand même aimé avoir plus de temps, c'est ce qu'on a cessé de dire ce matin. Il faut du temps. Je suis très fier des volleyeuses parce que c'était pas facile. Je suis très fier des volleyeuses. En fait, on a eu 6 séances pour un peu les entraîner. Moi, je pratique le sport depuis de longues années, donc je me rends plus compte à quel point, en fait, c'est hyper technique en fait, et la base est pas simple. Et elles se sont bien données. On a orienté les entraînements sur ce qu'on devait voir à l'image et au moins les sensibiliser à comprendre le volley et à appréhender un peu les gestes de base sportifs, mais c'était pas facile et elles sont bien données, donc je suis fier d'elles. Voilà, c'était cool. Bah moi c'est pareil, hein. Moi je suis fier que ça existe. Moi je suis fier de l'équipe avec qui je travaillais. C'est des gens super généreux qui m'ont suivi, qui ont suivi le projet, qui ont été là. Moi, c'est pas mon film, c'est notre film. Et ça c'est bien, parce que je suis fier de ça. Mon regret c'est plus du côté du spectateur qui parfois comprend pas où je veux en venir et qui comprend pas que c'est pas du tout un film sérieux et qui cherche du sérieux alors qu'il n'y en a pas à avoir. C'est juste un vieux spectateur. Bah ouais, c'est-à-dire qu'il y a, tu vois, mon regret c'est que mon regret c'est que si tu veux, il y a des moments j'ai l'impression que tu vois, on n'accepte plus de juste voilà, prendre le film pour ce qu'il est quoi. Tout de suite il faut chercher du sens, voilà, et je pense que c'est de ma faute aussi. Peut-être qu'il y a des moments où j'aurais dû, je sais pas, être plus précis, je sais pas. En même temps, j'en sais rien. Ah, mon regret? Oh, bah si, évidemment, j'ai plein de regrets. Tu me refais faire le film, je fais plus pareil. Il y a évidemment, à commencer par les cadres, à commencer par, je sais pas, le casting. Non, mais moi j'ai plus de bons souvenirs que de mauvais, quoi. Voilà. Et si je devais le refaire dans exactement les mêmes conditions, je le ferais. Question du public. Levez la main et on passe les micros. Qui commence? On les a endormis. Ouais. Non, ils osent pas. Ils ont trop marché pour venir. Si, quelqu'un? Vraiment personne? Vous avez tout dit? Ouais, on a tout dit. Ben, on va peut-être en finir. Pas de regret? Alors on va vous remercier beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et bravo encore pour les scénarios, messieurs les scénaristes. Encore bravo aux finalistes. Et puis Climax revient pour une 5e année l'année prochaine. Merci. Merci.